Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Salon international des mines, des carrières et du pétrole, édition 2018 se tient à Cotonou. La réflexion tourne autour du thème partenariat public-privé. Lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, les campagnes de sensibilisation se multiplient et s'intensifient. Autorités à divers niveaux et membres d'ONG se donnent la main pour la bataille. Une nouvelle activité se développe dans les villes du Bénin. La commercialisation des écueils et autres accessoires prend de l'ampleur. Le constat dans ce journal. Merci de votre fidélité. Les mines au cœur d'une rencontre internationale à Cotonou, une initiative de l'État béninois avec la collaboration du cabinet Semica. Il s'agit du Salon international des mines, des carrières et du pétrole. L'édition de cette année est placée sous le thème partenariat public-privé. Quel enjeu pour le Bénin? Brice Chibozo, Marcel Arrossi pour plus de précisions. Révéler au monde entier les potentialités minières et pétrolifères du Bénin. C'est l'objectif visé par ce salon international consacré au secteur des mines, des carrières et du pétrole. Une belle opportunité à saisir. Vous savez que le Bénin se prépare à se révéler. Et dans cette corde-là, vous savez, nous avons beaucoup de ressources minières au Bénin qui sont connues sur le papier, qui ne sont pas bien connus du point de vue de leur quantité, mais qui peuvent apporter un plus à l'économie nationale. Et ça, je ne vais pas me mettre à citer toutes les substances que vous connaissez. Nous avons le fer, on a l'or, on a le lithium, on a le zinc, on a le manganèse, mais tout ça, ça reste encore sous forme d'indices de façon macro. Et si nous avons fait venir des gens du partout, le monde entier, c'est pour justement que nous puissions montrer ce que nous avons, ce de quoi nous pouvons être capables et si on nous accompagne. C'est l'occasion de renforcer la promotion des ressources du sous-sol béninois et d'en tirer meilleur profit. Tout le monde parle de l'or, de l'or, de l'or. Oui, mais il y a chose beaucoup plus simple. Nous avons le marbre par exemple. Que veut le peuple? Le peuple veut être bien vêtu, bien logé, bien nourri, d'accord? En utilisant donc le marbre et les pierres ornementales, nous pouvons rendre beaucoup plus décent l'habitat béninois. C'est ce que nous ambitionnons de faire et nous voulons donc faire en sorte que nos pierres et nos substances précieuses, les pierres ornementales surtout, nous puissions les mettre à la disposition du public. Nous devons utiliser nos matériaux locaux. Il est anormal qu'on construise par exemple l'aéroport de Glodibé et qu'on fasse venir du marbre, disons d'Italie. Alors que nous avons des marbres de variété, de qualité beaucoup plus intéressante que ces marbres-là. Et pour gagner le pari, la porte est ouverte au partenariat public-privé. C'est un cadre qui nous permet d'avoir des investisseurs à notre côté et de pouvoir aller à l'exploitation. Un pays ne profite pas de richesses minières en disant seulement on a ça. Il faut que ça puisse profiter. Une opportunité d'affaires et de recherche, mais aussi et surtout une opportunité d'échange. La valorisation des potentialités du sous-sol béninois passe par le développement des capacités d'exploitation des ressources minières du pays. Semica Bénin 2018 arrive donc à point nommé. La lutte contre les sachets plastiques s'intensifie à Cotonou. Les séances de sensibilisation pour amener les populations à tourner dos aux sachets non biodégradables se multiplient un peu partout. L'objectif est clair, il faut sauver l'environnement et la biodiversité. Les ONG et les différents acteurs amis de la nature s'engagent dans la lutte. Plus de précisions à travers ce magazine signé Patrick Adjaboudjo. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre
et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du Stade de l'Amitié nous a conviés à une de ses habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. À l'université d'Abomey-Calavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner dos aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Et les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, on a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passible de peine d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Il se développe aujourd'hui au Bénin et principalement dans les contrées méridionales ou centrales, une activité nouvelle qui contraste avec les pratiques coutumières du pays. L'activité de commercialisation des cercueils et autres accessoires au marché de la mort se fait de plus en plus visible dans des boutiques spécialisées aux abords des voies. Boris Aïna et Arnaud Adadia sont descendus à Cotonou et à Calavi, suivant le reportage. À Cotonou et les autres localités, le commerce des cercueils et accessoires de mort est de plus en plus prolifique. Sous les regards impuissants, le commerce de la mort au Bénin est en passe d'être assimilé à un jackpot que se disputent des opérateurs économiques. On trouve si quelqu'un meurt là, on appelle menuisier. Il va mesurer le corps pour voir comment il fait ce cercueil-là. Maintenant là, c'est activité, tout le monde vend cercueil. Ça me fait très mal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui cela est devenu, c'est-à-dire une activité qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens meurent plus. Normalement, c'est un domaine qui devait faire peur, mais apparemment, actuellement, on sent que les gens sont indifférents en fait. Des réactions qui épousent la filiation de ce spiritualiste. C'était pas ça avant, mais tout le monde veut manger. Ils vont mettre tout en œuvre pour vendre leurs articles, des produits de champ, machin. Or, tant qu'on parle de mort, qui dit mort, c'est dire danger. Et ça active déjà des vibrations négatives. Danger ou pas danger, au sein de la population, la perception change de forme d'un individu à un autre. Aujourd'hui, vous voyez, quand on amène même il y a un décès dans une maison, tout le monde, même les petits-enfants, veulent voir celui qui est décédé. La mort, c'est sacré. Tu sais, quand quelqu'un voit les choses de ce genre dans la vie, moi personnellement, je suis inquiet, ça me choque. Aujourd'hui, les gens ont appris ce métier et eux aussi ils mettent sur la voie pour l'exposer. C'est vrai que quand on regarde de près, on évite la mort.
Parce que quand vous l'exposez, il faut qu'il y ait un cadavre pour entrer dedans. Donc, quelque part, c'est pas trop bien, mais quelque part d'autre, c'est leur métier aussi. Sur le sujet, la courbe continue de monter au détriment des mœurs anciennes. C'est la dynamique de la société. Qu'est-ce que nous pouvons appeler par la dynamique de la société? C'est une société qui évolue. En réalité, ça répond quand même à ce que nous avons aussi appelé le marché de la mort. De cette approche sociologique plausible, il ressort dynamisme social et économique, deux concepts liés aux besoins qui naissent de l'accroissement démographique et économique et sans lesquels sonder le cœur de l'activité serait peut-être difficile. On veut montrer que on a beaucoup de moyens pour entourer les morts, notamment ceux qui nous sont beaucoup plus chers. Donc on préfère dépenser énormément dans ces cercueils. C'est pratiquement une économie de mort qui se développe. Face au choc des mœurs, que faire? Si l'État peut réglementer un peu ce commerce et leur donner un site, mais dans des rues, un peu partout dans la ville, ça, vraiment, ça ne honore pas. Il y a bien sûr des responsabilités à prendre. Par exemple, celle de s'interroger pour comprendre comment satisfaire aux besoins de mort sans heurter des sensibilités. Hors du Bénin, Madagascar décroche la première place du pays de l'Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement de 24,87 mégabits selon le rapport de cette année de la World Wide Broadband Speed League. Le pays est 26e mondial devant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Russie. Les internautes malgaches peuvent télécharger un film HD d'un volume de 5 gigas en 27 minutes et 27 secondes avec la vitesse de téléchargement offerte dans le pays. L'étude a été faite dans 200 pays avec plus de 163 millions de tests pratiqués sur 12 mois. La qualité de l'Internet à Madagascar devrait encore grimper d'ici les prochaines années avec les nouvelles connexions par fibre optique sous-marine en projet pour le pays. En Afrique du Sud, l'énergéticien Goldbelk rachète les centrales d'énergie renouvelable de Brookfield Asset Management. Selon les termes du contrat signé entre les deux entités, la société va détenir la majorité des actions du portefeuille de centrales d'énergie renouvelable de Brookfield. Il acquiert également la société de gestion d'actifs détenue par la compagnie dans le pays. L'ensemble de ces infrastructures ont été mises en place dans le cadre des phases 1 et 2 du programme d'énergie renouvelable conduit par le pays. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 19h45.